Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale? Objectif 2023, c'est moi revient sur les panels des Nexcop, la société éditrice de Actualité.cd. Ces débats s'est tenu le 23 août 2022 dans la salle Congo du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa grâce à l'appui technique d'Internews, Iris et iFace. Il était placé sous les thèmes « Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale ?» Pour ce numéro, je vous propose de suivre Cyril Ebotoko, membre de la commission électorale Justice et Paix. Il expose sur les thèmes « Traçabilité des opérations du vote et du dépouillement pour les missions d'observation citoyenne ». Merci beaucoup, madame. J'ai été superviseur technique pour le compte de la CENI lors des premières élections en 2006. Et après, depuis, je travaille comme superviseur technique de la mission d'observation électorale de la CENCO. Et c'est à ce titre que je me retrouve dans ce panel. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre tour à tour deux politiciens, deux députés nationaux, visiblement représentant deux tendances. Vous les avez suivis ici. Et vous êtes d'accord avec moi qu'ils ne s'accordent pas sur l'avenir du processus électoral. Quand même, je les remercie d'avoir utilisé beaucoup de temps parce que ça me permet aussi de m'élargir. J'étais un peu coincé avec les 4 minutes. Le droit de vote est le droit le plus fondamental sans lesquels tous les autres droits sont sans signification. Là, j'ai cité un ancien président des États-Unis, M. Johnson. Sans le droit de vote, on ne peut pas parler de redevabilité, c'est-à-dire de tous ces retours que nous attendons des dirigeants pour l'amélioration de nos conditions de vie. Et pour que nous puissions avoir des dirigeants forts, il faut qu'ils soient revêtus d'une forte légitimité. Et comme vous avez suivi mes prédécesseurs, la surveillance électorale, surtout non partisane, autrement l'observation électorale, participe à la construction de cette légitimité des dirigeants. Devant un tableau tel que celui que vous avez suivi tout à l'heure, la surveillance non partisane des élections trouve toute sa place pour que demain, nous puissions avoir une fête électorale et non de fortes contestations qui peuvent nous conduire n'importe où. Avant de continuer, permettez-moi de remercier les organisateurs de cette activité pour avoir pensé à ma structure, la Commission épiscopale Justice et Paix de la CENCO, pour qu'on fasse partie de ce panel. Traçabilité des opérations de vote et de dépouillement pour les missions d'observation citoyenne. Ici, on parle des missions d'observation électorale citoyenne. Ça signifie qu'il y a un autre type de missions d'observation électorale, les missions internationales. Ici, il s'agit des citoyens congolais qui observent leur processus, qui participent à la gouvernance électorale de leur propre pays. Du fait du droit à l'information, du droit à l'expression, à la liberté d'expression bien sûr, les observateurs citoyens sont censés rechercher, recevoir et vulgariser les informations sur le processus électoral. Leur présence est très importante. Je l'ai dit, les observateurs participent à la construction de la légitimité des dirigeants. C'est pourquoi il est important que les missions d'observation électorale, donc les observateurs citoyens, aient le droit, la possibilité, c'est-à-dire l'accès, et les capacités à capter
le maximum d'informations clés sur les opérations de vote et de dépouillement. Et il ne s'arrête pas là. Les observateurs citoyens, les missions d'observation électorale citoyenne, doivent avoir les capacités d'observer la sauvegarde de l'intégrité de toutes ces informations collectées dans les bureaux de vote, des bureaux de vote et dépouillement, jusqu'à la publication des résultats définitifs par les cours et tribunaux, en passant par le CLCR et le Centre national de centralisation des résultats à la CENI. Quelles sont les informations clés qu'on doit capter ou collecter à partir des bureaux de vote et de dépouillement? Quand je regarde chez nous, c'est plus ou moins 70 informations clés que nous collectons et que nous suivons à travers toute la chaîne de transmission des résultats, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Mais je peux quand même vous en citer quelques-unes. Je passe l'étape de l'ouverture des bureaux de vote ou de l'aménagement. Nous observons la présentation de l'urne. L'urne qu'on doit présenter doit être vide et non scellée. Si l'urne est vide et non scellée, nous allons aussi observer la façon dont on va sceller cette urne. Et le scellé doit porter un numéro que nous, on note. Et je vous dirai pourquoi on note ce numéro-là dans la suite. Puisque nous sommes, moi je n'entre pas dans ce que vous avez suivi, je vais rester technique. Dans le vote semi-électronique, d'après la loi électorale, nous allons aussi observer l'impression de la fiche ou la carte d'ouverture par la machine à voter. Parce que ce papier va nous montrer s'il y a eu vote avant ou s'il n'y en a pas eu. Et nous notons. Après, nous allons suivre tout le processus de vote. Dans les bureaux de vote, nous allons nous retrouver. Est-ce que les identités des électeurs sont systématiquement vérifiées par les agents du bureau de vote? On vérifie sur base de la carte d'électeur, mais aussi il faut que le nom de la personne figure bien sur la liste électorale de ce bureau de vote-là. Mais il y en a qui votent par dérogation. Il y a aussi une liste de dérogations pour des personnes qui sont connues d'avance. Et ces personnes doivent passer par le même processus de vérification. Après, d'autres qui vont voter, selon que la loi leur donne la possibilité, qui peuvent voter sur les registres de vote par dérogation. Nous, on regarde si les assesseurs ou les membres du bureau de vote qui s'occupent de ces tâches le font systématiquement. Après cette étape, nous regardons aussi la remise des bulletins de vote aux électeurs. Si nous avons 4 scrutins, ça signifie qu'il va recevoir un bulletin par scrutin. Parce que c'est un vote pour une personne. Pas de 2 votes pour une personne. Une personne, un vote. Après, nous allons suivre comment la personne va émarger. Il doit signer sur la liste d'émargement pour attester qu'il a réellement voté. On va regarder si cela aussi se fait systématiquement. Et enfin, l'application de l'encre indélébile. Cette application aussi doit se faire de manière stricte pour éviter qu'une personne puisse aller voter 2 fois, il puisse aller voter ailleurs. Un autre élément que nous observons, c'est l'adéquation entre
le nombre de bulletins utilisés et le nombre de votants. Pour trouver le nombre de votants, on fait l'addition entre la liste d'émargement, l'enregistrement de vote par dérogation et tout. Les trois listes, on fait l'addition. Maintenant, on a le nombre de votants. Le nombre de votants doit correspondre avec le nombre de bulletins arrachés par scrutin. Cette adéquation, elle est très importante. Vous comprendrez pourquoi après. Je laisse d'autres informations. Maintenant qu'on arrive au niveau du dépouillement, on regarde l'urne. Est-ce que le scellé qui est là porte le numéro que nous on a enregistré au départ? Est-ce que là, à l'entrée de l'urne, là, on met les bulletins? Est-ce qu'il y a, c'est arraché? Qu'est-ce qui s'est passé quelque chose? On vérifie tout ça et les observateurs notent. Vous savez qu'ils ne parlent pas, hein? Ils notent seulement bien qu'ils soient citoyens. Après, on regarde le résultat qui va sortir de la machine à voter parce qu'on va imprimer une fiche de résultats de la machine à voter et nous allons comparer avec ce qu'on a obtenu du dépouillement manuel. Si c'est identique, nous notons. Si ce n'est pas identique, nous notons. Et nous poursuivons le travail. Là, le bureau de vote des agents ont tenu compte de quels résultats? De la machine à voter ou du dépouillement manuel? Si c'est du dépouillement manuel, on note. Si c'est machine à voter, on note. Nous, on note seulement. Après, nous allons observer la conservation des bulletins qui n'ont pas été utilisés. Qu'est-ce qu'on en fait? Normalement, on doit les sceller dans une enveloppe. Si c'est bien fait, nous notons. Si ce n'est pas bien fait, nous notons. La dernière étape pour cette série d'informations, c'est de vérifier si la fiche des résultats qui est affichée devant les bureaux de vote, c'est celui qui a été rempli devant témoin observateur et contresigné par le témoin présent. Si c'est le cas, ok. Si ce n'est pas le cas, on note. C'est beaucoup d'informations pareilles que nous collectons à partir des bureaux de vote. Ces informations soit qualitatives, soit quantitatives. Parce que nous notons aussi, j'ai oublié de vous dire, les voix obtenues par chaque candidat. Dans ces bureaux de vote-là, nous, on note. On en prend note. Et si les agents du bureau de vote n'ont pas eu l'amabilité de nous remettre un PV ou une fiche de résultats, les observateurs qui ont des téléphones Android font des photos, des fiches affichées devant les bureaux de vote. Une gamme d'informations clés que nous collectons, que nous avons, et l'étape suivante va consister à suivre la sauvegarde de l'intégrité de toutes ces informations à travers toute la chaîne de transmission des résultats. L'étape suivante, c'est le CLCR. Le CLCR qui fonctionne avec 6 chambres, je crois, je ne sais pas si on a modifié. Vous avez la chambre centralisation, la chambre collationnement, dépouillement, compilation, appurement et archivage. Tel que ça fonctionne chez nous, je pense que ça pose un peu problème. Parce que les observateurs sont déployés seulement au niveau de la chambre dépouillement. Même là encore, nous souhaitons que la CENI fasse un peu plus d'efforts cette fois-ci pour mettre assez de dispositifs de transparence qui permettent aux observateurs et témoins des partis politiques à bien suivre ce qui se passe. Un peu comme on a vu ailleurs, par exemple au Kenya dernièrement, ou comme en Tunisie ou ailleurs, on a vu de tels centres qui fonctionnent avec assez de conditions de transparence au point que les témoins des partis politiques et les observateurs peuvent faire le suivi de toutes les informations qu'ils ont collectées à partir des bureaux de vote et de dépouillement. Par exemple, en mettant des écrans géants. Et pour le bureau de vote qui est sous traitement au niveau de la chambre de dépouillement,
les observateurs, qui ne peuvent pas aller entourer l'agent qui s'occupe de ce travail parce que les défis sont très petites, ils ne verront pas bien, ils peuvent tout suivre à travers les écrans et regarder, est-ce que tel candidat avait vraiment ça, est-ce que c'était vraiment ça l'information, comparer. Et ceux qui ont le droit de faire des réclamations peuvent le faire sur place. Mais aussi essayer d'ouvrir la chambre centralisation. Parce qu'elle est aussi clé, c'est là qu'on fait l'inventaire de tous les prix qui viennent des centres de vote. Et s'il y a des tripotages en route, l'agent qui est là va enregistrer des prix reprenant de faux résultats. Par contre, s'il y a là-bas, il y a aussi possibilité qu'on puisse voir ce qui se passe, ça va décourager la pratique. Nous souhaitons vraiment que la CENI fasse assez d'efforts pour mettre assez de conditions de transparence au niveau des centres de compilation des résultats. L'étape suivante, c'est le centre de centralisation. Vous avez suivi tout à l'heure, honorable Sessanga, se plaindre de l'opacité du calcul du seuil. Nous aussi, dans nos rapports d'observation électorale, on a relevé cela. Nous avions même demandé, nous, mission d'observation électorale, regarder notre document commun de plaidoyer. On avait demandé qu'on retire le seuil, non pas parce que c'est une mauvaise chose, mais parce que ça ne donne pas de conditions de transparence pour le suivi. C'est opaque. Alors, il faut noter que jusqu'aujourd'hui, les observateurs et les témoins n'ont jamais eu accès à ce qui se passe au Centre national de centralisation des résultats. Nous souhaitons que la CENI fasse exception cette fois-ci pour que nous puissions voir les données qui viennent des CLCR et qui atterrissent au niveau du centre de centralisation, de sorte que si on a suivi ce qui s'est passé au CLCR, maintenant on peut regarder aussi là-bas pour voir si on a sauvegardé l'intégrité des données qui sont parties des bureaux de vote et des dépouillements. Avant la publication même des résultats provisoires. Voilà, de cette manière-là, nous, comme observateurs citoyens, nous pouvons essayer de faire la traçabilité des opérations de vote et de dépouillement, c'est jusqu'à la publication des résultats définitifs. Une autre façon de faire la traçabilité, et j'ai déjà entamé une partie de cette partie, c'est de faire ce qu'on appelle le PVT. Le Parallel Vote Tabulation, c'est le comptage parallèle de voix. Ça se fait sous d'autres cieux. Nous l'avons fait dernièrement dans ce pays. Les organisations de la société civile peuvent se souder, se mettre ensemble et le faire pour que nous puissions ainsi contribuer, participer à la crédibilité des élections devant déjà des tensions à suivre. Les résultats des élections de 2023 sont déjà contestés. Donc, il faudra un tel travail pour rassurer les uns et les autres. Et si les missions d'observation électorale et la CENI parlent le même langage, imaginez, ça sera une fête électorale dans ce pays. Pour la première fois, nous aurons des élections de moins en moins contestées parce que les contestations ne manqueront pas. Voilà, pour le moment, je peux m'arrêter à ce niveau. Quelques informations que je peux mettre à votre disposition concernant les observateurs citoyens des élections. Merci. Ce panel a été organisé par Kinshasa News Lab, initiative de Nexcope, la société éditrice des actualités.cd. On se retrouve la semaine prochaine.